La danse à Avignon, les raisons d'un succès, avons-nous intitulé cette session qui ouvre le cycle des rencontres du Hof, bien que ce matin on ait fait une longue présentation juridique avec le Centre national du théâtre. Alors c'est une drôle d'idée peut-être de faire une rencontre comme ça, en ouverture de festival. Mais en fait, comme vous le savez tous, il y a de plus en plus de disciplines qui sont en train d'entrer sur le festival. Le cirque depuis quelques années, le clown, la marionnette sera là, et les arts de la rue s'annoncent aussi. En fait, c'est un peu c'est une légende et c'est une vérité que de dire que le festival d'Avignon est un festival de théâtre. Effectivement, quand il a été créé, donc vous savez, c'est l'histoire, la semaine d'art en Avignon et des choses comme ça. Il n'y a pas l'idée de programmer de la danse, mais tout simplement parce que l'histoire de la danse permettait pas à ce moment-là d'avoir réellement une programmation danse qui se tienne. En gros, il n'y avait pas la matière. Dès 66, alors je vous ai ramené un petit document que j'ai établi là avec Amélie. Dès 66, on a de la programmation danse au Festival d'Avignon. Et une programmation qui est importante puisque c'est dans la cour d'honneur et c'est avec le ballet du XXe siècle, Béjart. Et vous avez quand même 6 pièces de programmées, dont des pièces aussi importantes que le Boléro, évidemment, mais aussi Sonate à 3, par exemple, qui était l'adaptation qu'avait fait Béjart de la pièce Huis clos de Sartre. Ouais. Et en fait, dès 70, pratiquement, on a déjà des jeunes chorégraphes qui sont programmés dans le IN. Et puis, il y a un trou. Il y a quelque chose qui avance plus. En 71, c'est Maya Plisenskaya qui est dans la cour d'honneur. Et vous m'accorderez qu'on n'est plus tout à fait dans la même ligne. Et en fait, le festival ne va pas vraiment démarrer, s'accrocher sur ça. Il ne va pas y avoir de véritable dynamique. C'est sans doute aussi le moment où le théâtre commençant à s'institutionnaliser, il laisse peu de place, où il a tendance à laisser moins de place à la danse, qui va trouver son institutionnalisation par d'autres chemins. Et l'un des chemins, ça va être ces manifestations qui se créent à ce moment-là. Et on en a 2 majeures qui se créent dans la région. Il y en a une à Aix. Et puis surtout, en 77, il y a une première semaine de la danse. Et en 79, se crée à Avignon une semaine de la danse qui est les prémices des hivernales. Comment la danse a-t-elle obtenu cette place assez singulière? Parce qu'en nombre, c'est beaucoup moins important que le théâtre. Vous avez en gros, cette année, entre 1200 et 1300 spectacles. Vous devez avoir une grosse centaine de spectacles de danse et apparentés. Et quand je dis une grosse centaine, je tape assez large. Donc vous voyez, il y a une grosse minorité. Et en même temps, dans cette minorité, la structuration, les modes opératoires sont extrêmement avancés. Le premier principe, et il est profondément révolutionnaire, ni in, ni off, danseur. C'est-à-dire que, Amélie a résumé ça en disant « la danse fait l'alliance ». C'est-à-dire qu'il y a la question du niveau institutionnel est moins important que la nature de la discipline. Le second principe, ça a été un principe de collaboration et de mise à disposition, de service, avec, par exemple, des petits outils qui avaient été inventés à l'époque, comme le livret danse, ou bien parce que c'est un petit peu devenu presque, là aussi, un certain élément d'histoire, c'était les rencontres qui ont été d'abord organisées dans la salle de l'AJMI, puis à la FNAC. On est dans une ville de festival extraordinaire. On n'a jamais embêté le festival. Il faisait son théâtre et puis il faisait sa danse comme il voulait. Et nous, on n'est jamais monté sur ces plates-bandes. On était plutôt une bande qui voulait faire découvrir la jeune danse à un public. Comme il n'y avait pas la place l'été, on a pris l'hiver. Et l'hiver, il y a beaucoup de chorégraphes qui sont venus. Alors ça a grandi, Je crois que c'est à cause du public qui avait envie de voir et donc qui nous a poussé à faire de plus en plus de spectacles. La première règle qui a fait que ça s'est marché, c'est qu'on gardait les chorégraphes 8 jours, non seulement pour faire les stages, mais pour être dans les bistrots, pour voir les spectacles des autres, pour mettre toute une ambiance dans cette semaine.
Donc, au fur et à mesure, j'ai compté, je suis en train d'écrire un livre sur les hivernales, je n'avais pas encore compté. Il y a au moins 30 chorégraphes des hivernales qui sont passés au festival, après. Et donc, quand les chorégraphes étaient invités au festival, ben on les connaissait, nous, puis ils nous connaissaient. Puis on avait fait des fêtes ensemble. Alors, on leur disait, vous venez faire... on a une rencontre avec les chorégraphes qu'on accueillait dans le off, à ce moment-là, hein, qu'on accueillait dans le off, et ben ils venaient. Et puis après, on a demandé au festival, vous accepteriez que les chorégraphes du IN viennent rejoindre les chorégraphes du off dans nos rencontres? Ben, ils n'avaient pas de raison de nous dire non. De toute façon, on s'entendait bien. Et donc, ils venaient avec nous. Alors là, les rencontres, c'est ça qui a fait l'alliance. On disait, entre le in et le off, la danse fait l'alliance. On est 2 scènes conventionnées. Louis Aragon est conventionné danse, nous on est conventionné théâtre, danse, enfin, résidence d'artistes. Et on a la caractéristique dans les 2 lieux d'accompagner des artistes tout au long de l'année. C'est-à-dire la programmation, c'est-à-dire que le moment de la rencontre avec le public ne se résume pas au moment de la programmation. C'est-à-dire qu'on travaille avec des équipes artistiques en résidence. Résidence, ça veut dire qu'elles partagent une durée avec nous, avec l'équipe du théâtre, sur le territoire de nos villes respectives. Il se trouve qu'on s'est rendu compte que comment dirais-je, en termes de diffusion, parce que la question de la diffusion dans la danse est quand même un des gros problèmes. Elle est en matière de spectacle vivant en général, mais dans la danse, elle a une acuité particulière. On s'est rendu compte que il y avait un certain nombre de scènes conventionnées, de scènes nationales en province, dont les programmateurs, lorsqu'ils venaient à Paris, n'avaient pas forcément le temps, dans leur séjour, d'aller comme ça, y compris dans des villes pas forcément très accessibles. En Seine-Saint-Denis, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de choses comme ça. Et donc on s'est dit, peut-être que pour aller jusqu'au bout de cet accompagnement des artistes que nous accomplissons au quotidien, leur donner une surface de visibilité dans l'endroit où, pendant 3 semaines, il y a tous les programmateurs de France, de Navarre et d'ailleurs, c'était peut-être là, effectivement, un moyen de leur donner cette visibilité qui permettra ensuite, qui permettrait de les aider ensuite en termes de diffusion. Donc voilà, l'idée, elle est assez basique, si je puis dire. Vous savez qu'un spectacle de danse est diffusé un peu moins de 5 fois en moyenne. Donc vous voyez un spectacle de danse qui fait 6 représentations, ça veut dire qu'il a très bien marché. Ça vous permet de mesurer le réel problème qu'il y a en matière de diffusion de la danse. Imaginez une équipe de danseurs, de chorégraphes, techniques, ils travaillent pendant 1 an, ils répètent, ils montent la pièce, ils ont souvent d'ailleurs réussi à monter une production et tout ce qu'il faut, et puis le spectacle est donné 6 fois. Et pour pouvoir fonctionner l'année prochaine, il faut laisser tomber le spectacle et en recréer un autre. Donc ça vous permet de mesurer un petit peu l'acuité de cette question. On a un autre cas de figure qui est celui de Mikadance. Alors Mikadance, vous avez choisi une autre raison, mais je te poserai bien la même question, Christophe, qu'à Xavier. Pourquoi avoir choisi Avignon? Pourquoi avoir fait cet investissement? Et puis comment ça se passe avec la condition? Il y avait des copains à Avignon. Bien sûr. C'est pas une bonne réponse. Je dirais que sur le constat de la nécessité d'accompagner les artistes, j'ai le même, puisque Mikadance est un lieu de résidence. Nous avons un festival qui s'appelle Fait d'hiver et que nous suivons des artistes sur 1 saison, 2 saisons, parfois moins, mais en tout cas, on est là pour les aider. Dans le cheminement de l'opération au Théâtre de la Condition des Soirs, c'est que là, le facteur déclenchant, c'est plutôt le lieu. C'est-à-dire c'est le lieu qui avait envie d'avoir de la danse. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. En discutant avec eux, on a réussi à se dire qu'on pouvait rentrer dans un espace de collaboration beaucoup plus poussé avec un opérateur tel que Mikadance. Donc dans le choix des compagnies qu'on partage, mais aussi dans l'organisation et en même temps dans, j'allais dire, la promotion on appelle ça les matins de la danse, auprès des professionnels et du public. Pourquoi tu as choisi de mettre 2 spectacles d'une demi-heure et pourquoi tu choisis de répartir comme ça sur l'intégralité du festival, sur 3 semaines, d'avoir 3 programmations différentes et une répartition comme ça? Je dirais que ça s'accompagne d'une réflexion aussi sur comment montrer correctement de la danse à Avignon. Donc, c'est-à-dire, et en même temps, en ayant la volonté de proposer quelque chose de qualité, donc assumer une programmation. Et assumer une programmation, c'est forcément avoir plusieurs chorégraphes pour moi.
c'est-à-dire signifier à la fois la diversité de ce qu'on peut rencontrer le reste de l'année, et en même temps donner la possibilité de montrer des formes courtes, ce que la danse sait extrêmement bien faire. Une pièce de 25 minutes en danse, à mon avis, ça vaut parfois 4 heures en théâtre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une capacité à synthétiser l'espace et le temps qui permet d'avoir une impression extraordinaire. Et après, de pouvoir déguster. Et la confrontation entre deux pièces, pour moi, c'est toujours gagnant-gagnant pour les deux. L'effet de comparaison immédiate permet de ressentir beaucoup plus directement le caractère, la particularité de chaque pièce. Donc, ce qui est important pour une compagnie qui vient au off, c'est d'avoir un lieu qui est repéré. Donc pour la danse, effectivement, pour une compagnie, c'est un gage de confiance, parce qu'elles savent qu'elles vont être dans de bonnes conditions et que les professionnels vont venir dans ce lieu, comme aux hivernales par exemple. Donc c'est cette politique-là qu'on mène aussi à l'année, parce qu'on a un théâtre permanent labellisé Scène d'Avignon, donc c'est vrai qu'on fait un travail acharné aussi à l'année. Donc des compagnies qui ont joué en mars ou en avril en saison se retrouvent également au festival. On essaie de voir avec eux s'ils peuvent développer une production, quelque chose pour venir jouer au festival. Donc c'est toute cette unité qu'on arrive à générer qui fait que il y a tout de suite du public, puisque les gens, on a déjà notre vivier à l'année. D'ailleurs, on a travaillé avec les hivernales cette année en février, donc on est très content d'être en partenariat. On a accueilli une exposition qui est de nouveau chez nous de l'ANCA. Donc c'est tout ce lien qu'on tisse à l'année avec nos partenaires qui est fondamental pour nous. On ne pourrait pas faire uniquement la saison de juillet. De ce point de vue, c'est que la notoriété des hivernales de l'hiver rejaillit sur le CDC l'été, et que, Yorick le disait aussi, il y a tout d'un coup une légitimité. Il y a une enquête qui a été faite, on en a parlé, par la Chambre de commerce et d'industrie d'Avignon, qui a analysé les comportements du public l'été, et le premier lieu qui est cité par les spectateurs du festival, c'est les hivernales pour la danse. Donc voilà, donc on bénéficie, et les artistes avec nous, de cette notoriété. Et dans ce contexte, pourquoi tu as fait le choix d'une telle concentration de ta programmation ? Là, c'est pareil, c'est un problème de moyens, c'est-à-dire qu'on ne reçoit aucune subvention publique pour ouvrir nos théâtres l'hiver comme l'été. Donc, du coup, on a profité de la bonne entente du secteur chorégraphique et de la notoriété des hivernales et du CDC que ça peut leur apporter. Et donc, du coup, on mutualise, nous, beaucoup les moyens, c'est-à-dire que chacun paye un petit peu de la part de l'autre, on met tout ça dans un pot commun et on partage les frais. On partage les frais de la communication, on partage les frais de la mise en disponibilité de la location, c'est-à-dire que c'est nous qui assurons la billetterie, c'est nous qui assurons le service de presse, c'est nous qui assurons l'accueil des compagnies. Ceux qui sont autour de nous aujourd'hui et qui sont dans le off savent qu'en général, ça revient aux compagnies. Donc nous, toute l'équipe permanente du CDC, un peu je crois comme Xavier, lui il descend, mais nous on est déjà là, avec toute son équipe, pour continuer ce travail d'accompagnement des équipes qui sont venues à nous, qui sont venues vers nous. Voilà. Avignon, c'est un lieu, ça devenait déjà, dès 96, c'était déjà vraiment la folie, hein, il y en avait partout, et la danse a eu tendance vraiment à se diluer, on ne la voyait plus. Or, on constatait un petit peu ce que disait Xavier, qu'il y a une nécessité d'un off, c'est-à-dire d'un endroit où la programmation n'est pas contrainte, mais où c'est, là dans le cas présent, les professionnels, qui vont un peu chercher des choses qu'ils ne trouveraient pas ailleurs et auxquelles, tout simplement, ils ne penseraient pas. Et avec Amélie, on avait constaté justement cette dilution de la danse qui faisait que les professionnels ne trouvaient pas. C'est comme ça que, avec un monsieur qui a eu des gros soucis depuis et auquel on doit quand même beaucoup, qui était quand même Alain Léonard, avec Alain Léonard, on s'est retrouvés un jour à 3. Et on a décidé de mettre en place un certain nombre, c'est pour ça que j'insistais un petit peu, d'outils. Et j'aimerais bien qu'Amélie, tu nous racontes ces différents outils qui ont été le livret danse, la danse au jour le jour, les rencontres du point danse, un certain nombre de choses comme ça. Alain Léonard était venu me voir en me disant « Tu devrais t'occuper de la danse dans le off parce que personne ne le fait. » Je dis « Mais on n'a pas l'argent pour louer un lieu et on n'a pas de lieu. » Ah, il me dit, oui, c'est dommage. Alors là, ça m'avait quand même titillé, j'avais été voir ce qu'il y avait en danse. Eh bien, figurez-vous qu'il y avait une danse, mais pas très très nombreuse, mais qui était toujours pleine. Et pourquoi ? Eh bien, ils présentaient du folklore,
Ils présentaient du néoclassique vaguement, etc. Et ils étaient pleins. Enfin, nous, ce n'est pas les compagnies qu'on aurait évidemment proposées, mais j'étais bien obligée de remarquer quand même qu'il y avait un public. Et c'est là où on s'est aperçu que la barrière de la langue n'existant pas, eh ben, les festivaliers venaient voir de la danse, s'asseoir tranquillement dans un lieu et puis voir de la danse. Donc il y avait déjà quand même un petit public. Jamais rien ne vient de rien. Et quand on a eu le studio, ben, avec Philippe, on s'est dit quand même, il faudrait faire quelque chose l'été. Et Alain nous dit, eh ben, d'accord, bon, ce serait bien que, Philippe demande, on puisse avoir de la presse de la danse. Ouais, et puis même, voilà, et on commence à parler des rencontres. Ce qui était important pour nous, c'est de faire venir des compagnies qui pouvaient jouer 28 jours. 28 jours, jamais ça leur était arrivé. Et pour eux, ça a été, comme tu disais, ou toi tu disais, ça a été vraiment l'occasion d'avoir des diffusions après. Il y avait je ne sais combien de programmateurs qui se précipitaient dans les lieux. Et nous, on était heureux parce qu'on avait non seulement on avait le public, mais on avait ces compagnies qui étaient ravis de jouer tous les jours, d'avoir un public tous les jours. Et ça, c'est vrai que pour la danse, pour le théâtre, ça arrive. Mais pour la danse, ça n'arrive pas. Ils n'ont pas jamais l'occasion de jouer 15, 20, 28 fois. Et là, ben, dans le festival, c'est formidable parce qu'il y avait du monde tout le temps. Donc, dans le studio qui faisait quand même que 80 personnes, c'était des compagnies à découvrir, mais très passionnantes, que ce soit au niveau de la Belgique, au niveau des gens. Et après, on a voulu le théâtre. Alors, on nous a dit, et les gens d'Avignon, c'était merveilleux pour ça. Hein. Je pense au Vantagioli et tout le monde. Toutes les scènes d'Avignon t'ont dit, Amélie, le théâtre du Big Bang est à vendre, le bail est à vendre. Il y a un plateau, tiens-toi bien, qui fait 10 sur 8. Et puis, il y a 200, à peu près 200 spectateurs. Jamais tu trouveras quelque chose comme ça en plein centre d'Avignon. Hein. Le bail, très cher, beaucoup trop cher pour nous. On résiste. Ils recommencent. Ils viennent nous dire quand même, Avignon, Amélie, tu devrais vraiment faire quelque chose. Alors on a dit, prudente, moi j'étais toujours prudente, on va le louer 1 an. Et on verra ce qui se passe. Et ben, on y a perdu la culotte pendant 1 an. Et on a dit, bon, ben, c'est pas pour nous. Bon, 3e offensive, quand même un théâtre de la danse qui est tout prêt, qui est presque tout fait. Allez, faut peut-être y aller. Et on a une mécène formidable, une fille qui nous connaissait depuis longtemps, qui a dit, je viens de faire un héritage, moi je vous aide à acheter le bail. Et puis un peu la région, un peu le département, on a acheté voilà, ce théâtre. Ça a été un gros problème. Et c'est toujours un gros problème, je pense, parce que c'est des frais énormes d'avoir un théâtre. Hein, les copains ils nous le diront. C'est des frais énormes. Et là, on a mis en danger le peu de moyens quand même des hivernales, qui marchaient très fort, mais surtout avec les recettes du public. Et là, pas de subvention de fonctionnement. Sur un théâtre, quand il fallait continuer à payer le bail, la location, la clim, le chauffage, le ménage, un technicien quand il fallait ouvrir le théâtre, vous voyez ce que ça coûte. On n'avait plus un sou pour éviter une compagnie. Alors on l'a fait quand même. C'est quand même mis un peu en danger. Je crois que effectivement, Emmanuel en a subi un peu les conséquences. On avait des finances un peu justes avec ce théâtre. C'est dommage. Hein. Mais on a tenu le coup. L'hiver, on faisait des choses, et puis des résidences et tout ça. Et puis l'été, il a toujours marché. Et Emmanuel l'a toujours fait marcher. C'est un très joli théâtre pour la danse, on ne va pas le regretter. Ce que moi, je regrette quand même au fond, et je le dis publiquement, parce que ça m'émeut, quoi. Avec le travail qu'on avait fait, je trouve qu'il était légitime qu'un centre de développement chorégraphique, on est devenu centre de développement chorégraphique, et un théâtre pour la danse. À Avignon, il y a combien de théâtres pour le théâtre ? Tous les autres. On était les seuls à vouloir un peu un théâtre pour la danse. Eh bien, on a beaucoup de mal à l'avoir, et je pense qu'Emmanuel a beaucoup de mal à l'avoir encore. C'est quand même dommage, voilà.